Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un roman qui s'intitule Le Peseur d'âmes. Il s'agit d'un roman d'André Mauroy paru en 1931. Le narrateur et James se rencontrent en Flandre lors de la guerre de 1914. Le narrateur était alors un officier et James un médecin. S'est créée entre eux une amitié qui s'est perdue après la guerre. En 1923, le narrateur se rend à Londres pour son travail d'historien au British Museum. Il décide d'aller voir James dans l'hôpital dans lequel il travaille. Le docteur reconnaît son ancien ami et il l'emmène faire avec lui le tour de ces salles où sont ses malades. Il l'emmène ensuite dans un amphithéâtre vers le post-mortem clerk qui s'appelle Gregory et qui a pour mission de surveiller l'autopsie des cadavres. James lui dit de se tenir prêt pour le 413 qui ne devrait pas passer la nuit. Le docteur est appelé ailleurs. Le narrateur et le docteur conviennent d'un rendez-vous à l'hôtel du narrateur pour dîner. Le docteur dit son besoin de retourner à l'hôpital pour 22 heures. Le narrateur retourne à son hôtel. Son ami vient à l'heure prévue. Le docteur lui pose une question sur l'immortalité de l'âme. Le narrateur ne se mouille pas, car rien ne prouve que l'âme meurt en même temps que le corps, mais rien ne prouve que l'âme survit à la mort du corps. Le docteur pense qu'après la mort, l'âme survit et qu'elle revient dans le corps après une syncope ou après une réanimation. Il croit que l'âme existait même avant le corps et que c'est elle qui a construit notre corps comme il l'est. Le docteur pense qu'une expérience pourrait prouver ce qu'il vient d'avancer. James propose au narrateur de l'emmener voir quelque chose à l'hôpital. Quand ils sont de retour à l'hôpital, ils retournent à l'amphithéâtre. On apprend que le patient 413 est mort avant leur arrivée. On sort une balance et on pèse le cadavre. Le poids du corps diminue et c'est un phénomène normal après la mort causé par l'évaporation de certains fluides. À un moment précis, une chute non graduelle du poids est observée. Le docteur invite le narrateur dans sa chambre afin qu'il lui explique tout. James pèse les cadavres pour remarquer la différence de poids qui viendrait du fluide vital qui est composé d'esprit et ou de matière. James s'est basé sur les travaux du baron Reichenbach, qui parlait d'un flamboiement odique rouge et bleu après la mort d'un corps. James et le narrateur n'ont pas observé cet effet lors de l'expérience. James s'est aussi basé sur les travaux du docteur Crookes. Ce dernier a pesé des animaux. Au bout d'un certain temps, les animaux perdaient 17 cm de milligrammes. Cet élément a été testé et vérifié par le docteur. Il va plus loin et il remarque que la courbe de l'évaporation connaît 3 chutes brusques à des instants différents. Il a également fait des tests sur les animaux, mais les chutes sont moins importantes que pour les hommes. Il en conclut que toute vie possède une énergie qui pèse un certain poids, qui s'en va du corps un certain temps après la mort. Il pense qu'il est possible que la personnalité survive au corps. Il pense également que cette force vitale rejoint un réservoir d'énergie spirituelle jusqu'à ce qu'elle soit réutilisée par un autre être vivant. Le docteur souhaite récupérer l'âme des gens avec une cloche de verre au moment de la chute du poids. Il a déjà testé son idée sur des animaux. Il veut également la tester sur des hommes, mais il lui faut pour cela une cloche de verre assez grande pour contenir le corps d'un être humain. Un autre problème est que l'âme étant invisible, il est difficile de savoir si, après avoir enlevé le cadavre de la cloche, l'âme est restée sous la cloche ou pas. Le narrateur doit repartir pour Paris, mais il reviendra bientôt à Londres. À Paris, lors d'un dîner, le narrateur rencontre Monestier, qui est un physicien. Ce dernier lui parle de voyage dans la Lune. Le narrateur lui présente les expériences du docteur James comme un conte fantastique qu'il voudrait écrire. Le physicien lui indique que certaines radiations pourraient rendre visible l'énergie. Ce physicien l'invite dans son laboratoire où il y a un appareil qui produit des rayons ultraviolets. Il lui montre un test et il lui dit que cela marchera si le fluide vital est fluorescent. Le narrateur retourne à Londres le vendredi et il se rend à la chambre du docteur le samedi matin. James est d'abord absent et le narrateur regarde les photos d'une femme qui s'appelle Edith Phillips et qui est une actrice. Le docteur vient, le narrateur lui raconte le conseil du physicien et James accepte de tester l'idée le lendemain soir. Le jour fatidique, le narrateur revient dans la chambre du docteur. Il a déjà testé la nouvelle idée sur des petits animaux dans sa chambre et cela fonctionne. James lui montre le résultat sur un rat mort. Ils aperçoivent dans la cloche de verre un fluide lumineux.
Grâce à la luminosité de l'âme, le docteur parvient à enlever le corps du rat et à garder le fluide à l'intérieur de la cloche. Tout en travaillant au British Museum, le narrateur rend quotidiennement visite au docteur. En passant par le marché, le narrateur rencontre Monsieur William Slutter, un marchand qui meurt en quelques jours d'une pleurésie. Le docteur reçoit sa cloche immense, ce qui lui permet de tenter sa première expérience sur cet homme. Le procédé fonctionne et une fumée luminescente apparaît dans la cloche. Contrairement au docteur, le narrateur a des problèmes de conscience. De quel droit peuvent-ils garder prisonnière cette âme ? Le narrateur se lie avec plusieurs autres médecins, dont le docteur Digby, un psychiatre. Ce psychiatre l'interroge sur les expériences du docteur impliquant des cadavres. Il l'informe que ces bruits risquent de remonter au conseil de surveillance, ce qui pourra avoir de lourdes conséquences pour son ami. Il s'inquiète également de la santé mentale de James. Le psychiatre lui révèle aussi le passé de cet homme. Le docteur a été marié avec Hilda, qu'il adorait. Elle est partie avec un autre homme, puis James a été envoyé au front où il a appris la mort de sa femme. Par la suite, James a soigné une jeune fille malade appelée Miss Edith Phillips. La ressemblance entre cette jeune fille et Hilda est frappante. Le docteur est très attaché à elle, mais elle reste malade. Le psychiatre recommande la prudence au narrateur. Le narrateur retourne dans la chambre du docteur. Il remarque que la photo de l'actrice est perdue parmi les photos de sa femme décédée. Ces deux femmes se ressemblent tellement que le narrateur les avait prises pour une seule et même femme. Le narrateur et le docteur se rendent au théâtre voir Hamlet. Miss Phillips y joue le rôle d'Ophélie. Le narrateur et James sont tous deux touchés par la pièce. On apprend que le docteur garde encore l'âme de William Slutter sous la cloche en verre. Après la pièce, le docteur emmène le narrateur et l'actrice dîner dans un restaurant. Le docteur la reconduit chez son père avant de retourner à l'hôpital. Le narrateur essaie d'éloigner le docteur de ses expériences, mais c'est sans succès. Grégory les assiste toujours, mais il paraît plus méfiant. À cause de la trop grande place des cloches de verre, le docteur met les âmes dans des ballons de verre qu'il place dans sa chambre. Il en a en tout 7. Le narrateur redemande la libération des âmes, mais le docteur veut le faire plus tard. Le docteur essaie d'entrer en communication avec les âmes, mais rien ne fonctionne. Il essaie même de bombarder les psychons avec des rayons X et des éléments radioactifs, mais c'est sans résultat. Une divergence existe entre le docteur et le narrateur qui trouve ce traitement cruel. Le narrateur s'en va quelques jours. Quand il revient, le narrateur a 2 nouvelles âmes et il tente, grâce à un tube, de faire rencontrer les 2 âmes. Le narrateur trouve ce projet monstrueux et il décide de quitter son ami. Le lendemain, le narrateur reçoit un billet du docteur qui lui demande de venir le voir. C'est ce que le narrateur fait. Le docteur raconte qu'il a mis 2 ballons ensemble. Le résultat est qu'un seul des ballons brillait et que la lumière était moins forte. Le docteur a cassé le ballon et il a libéré les 2 âmes. Le narrateur doit bientôt repartir en France et il aimerait que le docteur arrête ses expériences qu'il ne pourra pas rendre publiques de toute manière. Le docteur compte bien faire cela, à une exception près. Le docteur consent à rendre la liberté à l'âme de Monsieur William Slutter. C'est le narrateur lui-même qui brise le ballon. D'après le narrateur, le docteur pense que l'union des 2 âmes n'a pas marché car elles n'étaient pas faites pour s'entendre. Sans doute que le projet aurait fonctionné si les 2 âmes s'entendaient déjà dans la vie. Le narrateur veut le revoir encore une fois avant son départ. Le docteur lui donne rendez-vous dans sa chambre, mais il n'y est pas. Le narrateur remarque un ballon nommé 10-11 et il comprend que James veut faire rencontrer 2 âmes. Quand le docteur revient, il est heureux. Le ballon dans lequel il a fait rencontrer les âmes de 2 acrobates qui ont connu une harmonie dans la vie est plus lumineux. Le narrateur repart tout de même en France. Le docteur lui demande de lui rendre un service quand celui-ci le lui demandera. Le narrateur revient en France et il est très occupé durant les années à venir et il ne se rend pas en Angleterre. Un jour qu'il est à Copenhague pour une conférence, le narrateur reçoit un message de James. Le narrateur doit se rendre chez James qui habite le Cap Martin. La distance ne le fera arriver que 3 jours plus tard. Arrivé sur place, un domestique lui dit que le docteur et sa femme sont morts. Il a eu pour instruction de ne rien toucher dans le laboratoire et d'envoyer un télégramme au narrateur. Malheureusement, la cloche a été brisée pour enterrer les 2 corps au cimetière. Les âmes de Miss Phillips et de James ne pourront pas être réunies. Le docteur lui a légué la cloche contenant les âmes des 2 acrobates. Le narrateur, malade, pense qu'il va bientôt mourir.
Il nous raconte cette histoire car il veut qu'une autre personne garde le ballon de verre légué. Ce dernier est toujours aussi luminescent. Ce roman de Mauroy est présenté comme étant un roman de science-fiction. Pourtant, au moment de sa publication, c'est-à-dire la première moitié du XXe siècle, correspond à un moment où plusieurs expériences visant l'âme ont été effectuées. En 1907, un médecin appelé MacDougall pèse 6 patients avant et après leur mort. Il existe des écarts entre les deux mesures qui ne trouvent pas de source dans une origine biologique. Cette différence dans les poids pourrait correspondre à la masse de l'âme s'échappant du corps après la mort. Ce même médecin a reproduit son expérience sur des chiens et cette fois-ci, il n'a pas remarqué de différence dans les poids. Il est arrivé à la conclusion que seul l'homme possédait une âme. Les conclusions de ce médecin ont été contredites par le médecin Augustus Clarke. En effet, au début du décès, une augmentation de la température corporelle est constatée car les poumons ne refroidissent plus le sang. Cette surchauffe du corps provoque une augmentation de la transpiration qui pourrait être la cause de la différence de poids avant et après la mort. La différence de poids non présente chez les chiens pourrait trouver son explication dans le fait que les chiens ne possèdent pas de glandes sudoripares, ce qui les empêcherait de perdre ce poids. Le scientifique Karl Kruselnicki a mis en évidence le peu de rigueur des tests de MacDougall. Tout d'abord, l'expérience n'a été menée que sur 6 individus. De plus, sur les 6 individus testés, l'expérience n'a pas fonctionné entièrement. 2 personnes ont été exclues pour raisons techniques. Une personne a perdu temporairement 21 grammes avant de les reprendre par la suite. 2 personnes ont perdu du poids au moment de la mort, puis après l'ont repris. Un seul individu aurait donc perdu du poids sans en reprendre par la suite. Le roman de Mauroy reprend cette idée que la chute du poids au moment de la mort soit due à la perte de l'âme qui s'échappe du corps. Le roman va plus loin avec l'idée de la sauvegarde de l'âme et d'une certaine mise en communication de plusieurs âmes. Contrairement à d'autres romans qui ont pour sujet l'immortalité des corps tels que Frankenstein, Mauroy parle de l'immortalité de l'âme. Et bien plus que l'immortalité de l'âme, le docteur souhaite l'immortalité des relations humaines. Pendant longtemps, je m'interdis de penser aux expériences de Saint Barnabé et à leur tragique dénouement. Mais, depuis quelques mois, je me sens malade et moi-même assez proche de la mort. Il m'a semblé que mon devoir était de laisser un récit des faits incroyables et vrais dont le hasard me fit témoin. C'est pour moi le seul moyen de faire conserver, avec les soins que j'ai toujours pris moi-même, le ballon qui contient les spectres unis de Ned et Fred Hansi. Hier soir, et peut-être pour la dernière fois, j'ai voulu les regarder dans l'invisible faisceau de l'appareil que m'a légué le docteur. Leur éclat n'a pas diminué depuis le jour où, dans la chambre de James, il m'arracha un cri d'admiration. La surprenante durée de phénomènes si beaux augmente encore ma douleur de n'avoir pu réunir de la même manière Edith James et son mari. On trouvera le ballon de verre dans le petit meuble que ferme un rideau bleu derrière un grillage et qui est à la droite de mon bureau.